tu vois, le deuil que je fais, c'est aussi le deuil de l'enfant qu'il a été. C'est pas tant de la maman que j'ai été ou de la jeunesse que moi-même j'aurais perdue, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de sujet avec la vieillesse, j'ai pas de sujet avec la mort. Enfin voilà, écoute, tu vois, ça va se, voilà, ça. Il y a des choses belles à chaque période de la vie. Donc c'est pas avec ça, c'est vraiment par rapport à l'enfant qu'il a été. C'est vrai qu'aujourd'hui je le vois, il fait 1m80, 85, et c'est peut-être terrible ce que je vais dire, mais des fois je me dis, c'est en train de devenir un peu un étranger. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Caroline. Salut Caroline. Bonjour Fabrice. Comment ça va ? Bon écoute, ça va bien. La température est clémente et la semaine commence bien. On commence par un petit point météo donc. C'est ça. T'as besoin de c'est ça, de faire le un dire petit point quand météo même. pour évacuer avant de rentrer dans le lourd, c'est ça ? Ouais, puis parce que j'ai sorti une robe d'été quand même, ça fait plaisir, tu vois. C'est vrai, effectivement. Caroline, quand j'ai annoncé que j'allais faire Histoire de Daron, tu m'as tout de suite dit non mais moi j'aimerais bien venir te parler. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir parler de maternité ? Bah parce que alors la période de maternité, elle est un peu éloignée maintenant pour moi, mais la période de maman, elle est en train un peu d'évoluer. Là, on est bien d'accord que pour moi la maternité, c'est le fait d'être maman, ou pas ? Bah alors tu vois, j'aurais jamais employé le mot dans ce sens-là. C'est marrant. Je crois, hein. Ah ouais, la maternité, c'est le fait d'être maman. Alors tu vois, c'est marrant parce que moi, dans mon esprit, la maternité, c'est le lieu. Oui. Tu vois, et ça a pris le devant, du coup, de la définition. C'est le lieu où on donne naissance, qui est d'ailleurs fou de mon point de vue, tu vois, c'est que ça se rapporte à ce point-là à la maman et qu'en fait, c'est vrai. Le daron, il est à côté, quoi, tu vois. T'as raison. C'est encore un mot qu'il faudrait faire évoluer. Je suis d'accord. Attends, je cherche la définition de la maternité. Ça devrait s'appeler une parentinerté. Écoute, c'est les deux. État, qualité de mère. Et le deuxième, c'est le fait de porter et de mettre au monde un enfant. Voilà. Donc oui, pardon, quand je te disais maternité, je te parlais plus tôt, parce que je sais que t'as un grand fiston, on en a un peu parlé d'ailleurs, qui a 17 ans maintenant. 17 ans et demi même. 17 ans et demi, c'est très important. Est-ce que c'est toi qui corrige à ce niveau-là, non mais à ce niveau-là, c'est important. Voilà. Pourquoi ? Parce que la majorité va arriver. Là, on est dans un moment, en ce moment où il attend les résultats pour savoir où il sera en septembre. Donc on est quand même dans un moment un peu, tu vois, un peu charnière pour tout le monde. Et le demi, il est important donc. Il est important pour toi ? Oui, parce que lui, il le revendique pas forcément, même si ça commence un peu à le chatouiller, parce que bah évidemment, t'es juste à la frontière de rentrer dans des bars et de prendre de l'alcool sans qu'il y ait de sujet. Donc bon, voilà, il est plutôt impatient d'avoir 18 ans et qu'il n'y ait plus de sujet là-dessus, quoi. Mais alors pourquoi c'est important pour toi de dire et demi ? Je sais pas, pour m'habituer au fait que bientôt il va avoir 18 ans. J'aime bien. Mais tu sais que pour moi aussi, je le dis ça. Hein. Ah ouais ? Moi j'ai 47 et demi. Ok. Important. Ouais, j'aime bien. Ah, c'est marrant. C'est comme quand on était petit, quoi. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que pour moi, quand t'as 6 ans, t'as envie d'avoir 6 ans et demi pour avoir 7 ans, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, en vieillissant un peu moins, quoi. C'est vrai que c'est une remarque que je me suis faite à partir de, je sais pas, 35 ans, que jusqu'à 35, j'avais toujours envie d'être plus grande, puis à un moment donné, j'avais moins envie. Mais là, je crois que ça revient, cette envie de, quand même, continuer à grandir, vieillir, être ok avec ça, et se dire, c'est cool, je viens d'avoir 50 ans. T'es assez détendu avec le fait de vieillir ? Ouais, ça va. Franchement, ça va. Et comme tu dis, c'est le cas depuis à peu près 35 ans. Alors c'est non, ça, justement, tu vois, jusqu'à 35 ans, j'étais à fond, je voulais tout le temps être plus grande. Ok. Mais vraiment, c'était une obsession, quoi. Et puis après, ça s'est calmé. Et là, c'est en train un petit peu de revenir. Je sais pas si c'est avec le potentiel départ de Victor. Est-ce que c'est le fait de me dire que là, je suis dans une phase de ma vie où je sais que je suis en transition.
de quelque chose, d'un état à un autre. J'ai pas encore bien défini l'autre, mais je sais que j'ai envie de quitter un certain état d'esprit d'ailleurs aussi. C'est peut-être ça aussi. Vis-à-vis de ton fils aussi. Alors non, tout est peut-être un peu lié. On dit toujours que tout arrive un peu en même temps, mais il y a aussi, je crois, depuis 1 an et demi, 2 ans, le fait de vouloir peut-être un peu lâcher prise avec le modèle de l'ascension sociale à tout prix. Voilà, je suis un peu en train de, comment dire, quitter une certaine course à l'échalote. J'aime bien cette expression. On va en reparler, mais t'es une businesswoman, quoi. T'es une business girl. T'es dans le business. Tu bosses, quoi. Ouais, tout à fait. Oui. On dit ça. Et t'es un peu en train de te dire, peut-être que ça... Est-ce que tout ça vaut bien la peine, quoi? C'est ça? Je suis en train de me dire que tout ça a valu la peine, en tous les cas. Que je suis très contente d'être arrivée là où je suis aujourd'hui. Mais que peut-être, en parallèle, j'aimerais bien développer un côté que j'ai laissé de côté, qui vient de quand j'étais plus petite, qui était le milieu artistique et culturel, et que j'ai envie de redéployer, c'est ce que je fais depuis 1 an et demi, 2 ans, déjà de me redéployer du temps dans mon agenda pour me reconcentrer sur un sujet en parallèle plus artistique et culturel, et pas que business et entreprise. Ok. T'as la sensation d'avoir mis ça de côté quand t'étais plus jeune Oui. Ok. Clairement. En fait, Victor est né. Pendant 3 ans, j'ai écrit une pièce de café-théâtre. J'ai arrêté les cours. Je faisais beaucoup de café-théâtre, comédie musicale, théâtre. J'ai arrêté tous les cours. En revanche, j'ai écrit une pièce de café-théâtre avec un copain collégien. Et puis, pour plein de bonnes et mauvaises raisons, ce projet n'a pas été au bout, en fait. On l'a mis en scène, mais on l'a jamais joué. Et voilà. Et donc, à 33 ans, tu vois, je sais, le chiffre pile, j'ai arrêté ça. Et là, à 47 et demi, j'ai envie de m'y remettre. Ok. Bon, on va reparler de tout ça. La première question que je voulais te poser, c'est comment t'es devenue maman? Est-ce que t'en as toujours eu envie? Je sais pas si j'en ai toujours eu envie. J'imaginais une vie avec des enfants, mais la condition sine qua non était, à l'époque, en tous les cas, ça aurait peut-être pu changer, mais c'était d'être avec un chéri avec qui j'avais envie d'un enfant. J'imaginais pas un enfant décorrélé d'une histoire d'amour, en fait. Okay. Voilà, tout simplement. Ce qui en soit une bonne idée, hein. Oui. D'une manière générale. C'est vrai. Et après, c'est vrai que j'étais une fois que j'avais rencontré l'homme, j'avais mon plan, c'était d'avoir un plan. J'avais un plan. Bien sûr que t'avais un plan. Tu sais, les Capricornes, ils ont toujours des plans. C'est parce que c'est Capricorne. J'en sais rien, c'est une blague, je sais pas. C'est ce qui se dit sur les Capricornes. Je suis en train d'anticiper, faire des scénarios. Donc le scénario, c'était 2 enfants avant 30 ans. Et finalement, j'ai eu un enfant à quasiment pile 30 ans. Voilà. Pourquoi t'avais un plan comme ça? Je sais pas, je voulais 2-3 enfants, je sais pas, je me disais qu'avant 30 ans, je pense qu'il y avait peut-être derrière peut-être une idée de parcours professionnel, je pense. Ok. Je pense. De me dire, bon, voilà, comme ça, après 30 ans, il y aura plus de sujet pour les employeurs. Ok. Puisque, donc t'étais c'est un sujet. Déjà dans le... Ouais, forcément, ouais. Mais ok. Et C'était l'alliance des deux, tu vois. En tous les cas, moi, en tant que maman, je l'ai vu comme ça. C'est comment... Parce que j'avais vraiment envie d'avoir un parcours professionnel, une carrière, tu vois. J'aimais travailler, j'aimais le milieu dans lequel j'étais. Et je l'aime toujours, d'ailleurs. Et du coup, je me disais un peu, bon, voilà, comment on va pouvoir harmoniser un peu les 2 chemins, quoi. T'avais quel âge quand t'as rencontré ton gars? J'avais 22, 23 ans. Ok. Ouais. Et donc, tu étais déjà en train de prévoir le fait que potentiellement la maternité pourrait te plomber la carrière, quoi. C'est fou, hein, quand même. Peut-être pas plomber, mais venir mettre un caillou dans la chaussure, quoi. Ouais. Et finalement, pour la petite histoire, non. Même si j'ai vécu un truc que t'as l'impression que c'est que dans les magazines, quoi, où en gros tu rentres de congé maternité et ton poste n'existe plus. Elle a disparu. Et tu te retrouves dans un bureau à faire un travail qui n'était pas celui que tu avais avant de partir en congé maternité. Voilà. Mais il était où t'es resté combien de temps en congé mat?
Alors, je suis restée un petit peu plus longtemps que le délai légal, puisque Victor est né avec un problème de malformation au pied, bon, qui s'est réglé en plusieurs années, mais qui s'est réglé. Mais du coup, voilà, j'ai pris un mois, j'ai dû prendre 1 mois et demi en plus. Donc, j'ai dû rester en tout, je sais pas, 5 mois, je dirais. 5 mois et demi. Et donc, mais si tu veux, peu importe, à la limite. En fait, il y a eu une fusion pendant mon congé maternité. Entre 2 entreprises. Enfin bon, tu vois, j'avais un poste, voilà. J'aurais quand même dû le garder. Et voilà, on m'a pas du tout. Personne t'a prévenu? Non, on m'a pas prévenu. Je suis arrivée. J'ai dû comprendre le truc au bout à peine d'une semaine en me disant mais pourquoi je suis dans le bureau du directeur commercial alors que normalement je suis dans le bureau des études et du planning stratégique. Voilà. Et voilà. Donc c'était un peu. Et puis alors par contre, tu vois, ça je me souviens très bien dans quelle ambiance je suis rentrée. Bon, 1, j'étais devenue maman. 2, il fallait pour les raisons de malformation de Victor qu'on soit rentré avec le papa à 19h30 maximum. Donc pour moi, il fallait que mes journées elles soient hyper organisées, enfin tu vois, hyper fluides. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ok, je le fais et ok. Et après, je peux rentrer et m'occuper de mon fils. Et donc voilà, Capharnaüm quoi. Complet Capharnaüm, alors que moi j'étais en plus en mode tu vois bulldozer, enfin guerrière quoi. Enfin tu vois, Victor est né avec un souci, on a un souci à régler, il a besoin de mon temps encore plus qu'un autre gamin, donc voilà, dites-moi ce que j'ai à faire toute la journée. Moi je veux bien arriver à 7h30 si vous voulez, mais par contre à 6h30 7h terminé quoi. Donc vraiment, et puis avec une envie de rebosser, tu vois, parce que pour le coup, le congé maternité, moi je te jure, des fois je te dis, moi je veux rentrer au boulot, ouais. Je te jure. J'adore mon fils, très bien, c'était très sympa d'être maman, mais il y a quand même des moments où je me dis, j'étais plus crevée de mes journées, c'est quand même incroyable, hein, que quand j'avais une journée de boulot. Et puis je trouvais que c'était, je vais dire le mot, j'espère ne choquer personne, mais il y a des fois je me sentais comme une handicapée, tu sais, dans les transports, tu vois, avec ta grosse poussette, tu sais pas, tu sais, quand je voulais un peu me balader, moi j'adore bouger quoi. Donc alors t'es ok, t'as les porte-bébés, etc. Mais enfin parfois t'avais un peu besoin d'avoir tout le matériel sur toi. Ouf, tu vois, je trouvais ça tout. C'est un peu une allégorie finalement de la vie de parent, quoi. Tu vois, que ton enfant il finisse par t'encombrer dans les. Mais oui, c'est ça. T'encombrer pas du tout. C'est juste qu'en fait il faut le gérer et qu'il faut le. C'est ça, l'intégrer. Il est avec toi maintenant, quoi. C'est ça. Tu racontes tout ça sous forme de blague, ton congé mat, mais enfin ton retour de congé mat, mais j'imagine que ça a été traumatisant et chiant, quoi. Surtout toi qui étais, enfin tu vois, versé vers ton boulot, quoi. En fait, alors j'avais la chance à l'époque d'avoir 30 ans, je travaillais dans le numérique, donc ça a été assez. J'ai été chassée, tu sais, ça faisait 6-7 ans, donc t'étais un peu senior. Déjà, t'avais 6-7 ans, à 30 ans, on n'était pas beaucoup sur le marché, tu vois. Donc j'ai été chassée finalement pendant cette période, donc voilà, j'ai quand même montrer à mon employeur que quand même c'était pas une façon de faire qui était très correcte. Voilà. On a eu 1 ou 2 discussions assez chargées, quoi. T'es allé, ouais, je suis allé au front, quoi, tu vois. Parce que en fait, tu vois, il se passait rien. Donc c'est moi qui suis allée à un moment donné au bout d'1-2 semaines, disant mais il se passe quoi en fait? Parce que là ce que je fais c'est pas du tout ce que je faisais avant en fait. Tu dois être au courant. Voilà. Donc là il a fini par sortir l'histoire, ce qui s'était passé, la fusion, etc. Me proposer un poste qui avait rien à voir avec ce que je voulais faire et du coup personne t'a prévenu qu'il y avait une fusion et tout. Je savais qu'il y avait eu la fusion, mais en revanche je savais pas que mon poste allait du coup être supprimé au passage, tu vois. Donc non franchement j'ai débarqué. Voilà, mais je suis même pas sûre que ça m'ait rendu vraiment en colère parce que tu vois, ou triste ou quoi, j'étais plus tu sais, un peu en me disant ah ouais, ça m'arrive à moi. Ah bon, c'est possible. Tu vois? Parce que j'étais persuadée que ça n'arrivait qu'aux autres, ça, tu vois? Surtout que ça faisait quand même déjà 6 ans que j'étais dans cette entreprise. Les 4 dernières années, j'avais été en régie dans une autre entreprise. Donc, tu vois, j'étais quelqu'un de bankable quand même. Hein, tu vois, chaque jour, j'étais payée par le client, etc. Donc, j'étais quand même un peu... J'étais plus sidérée, tu vois. Ok. Sidérée, puis après en mode bon bah concrètement on fait quoi là, enfin on avance vite parce que j'ai pas que ça à faire en fait, tu vois. Moi j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir un poste qui me plaît, donc là en l'occurrence ça me plaît pas du tout là où vous m'avez mis,
que je trouvais, ouais, je peux dire dégradant d'ailleurs. Ouais, Okay. j'ai l'impression d'être une stagiaire quoi, quand je suis rentrée, tu vois. Okay. Voilà. Et tu crois que c'était lié à ta maternité? Ils se sont dit, ok, maintenant elle est maman, donc on va lui faire un job qui est moins... Ah non, moi je pense que c'est le côté t'es absent. Bah du coup c'est plus facile de gérer ce genre de choses avec des absents parce que ça recule le problème, tu comprends? On gérera avec Caroline quand elle rentrera. Je pense que c'est plus ça en fait. Franchement, j'ai ni été en colère ni triste, j'ai juste été sidérée en mode la vie est quand même un joli pied de nez. Enfin, ouais, c'est incroyable. Tu l'as pris comme un pied de nez parce que tu croyais que c'était ça n'arrivait qu'aux autres. Okay. Ouais. Ok. Bah écoute, très bien. C'est toujours fascinant. Mais ceci dit, c'est intéressant parce que tu vois, t'avais un peu, je trouve, cette projection de faut faire gaffe faut faire des enfants avant 30 ans parce que sans doute ça va me faire chier en termes de carrière. Bah peut-être en fait que t'avais raison quoi. Bah oui. Très bien. On va parler de comment on va revenir en arrière en fait. Comment tu te rappelles l'annonce de la grossesse? Comment tu te rappelles que t'es enceinte? Bah tu fais le test quoi. C'est tout. Bah non, bah déjà après t'as l'historique. L'historique c'est le fait de se dire est-ce qu'on veut un enfant. Bon, ça a déjà été pas simple parce que moi j'en voulais un déjà à partir de 27 puisque mon plan, je te rappelle, c'était 2 avant 30 ans. Ouais. Donc moi à 26, 27, allez on y va, chouchou. Bon, bah chouchou en l'occurrence, il était en train de faire une thèse, donc lui il fallait qu'il se concentre sur sa thèse et donc il m'avait toujours dit c'est quand ma thèse sera finie. Ok, bon, j'attends. Et puis voilà, donc t'as déjà eu quand même tu vois, un sujet sur bon bah quand est-ce qu'on concrètement on décide de. Et moi j'étais plutôt en posture d'attente du coup. Et puis bah quand c'est arrivé, Déjà, il t'a foutu en l'air ton plan, ton ouais, gars. déjà foutu en l'air mon plan. Il exagère, quoi, le mec. Il arrive là, va vouloir faire sa thèse, là, mais... C'est ça, puis comme si on pouvait pas faire les deux choses en même temps. Surtout qu'en l'occurrence, on avait un ami qui faisait une thèse aussi, et puis bah, pour le coup, lui, ils ont pu faire les deux choses en même temps. Donc je trouvais que l'explication ne me convenait pas. Mais bon, bref, peu importe. Et après, ouais, je sais pas, écoute, le jour J... de l'annonce avec le test, moi j'ai été contente. J'étais contente et en même temps le fait de l'annoncer au papa était quand même un enjeu parce que ça arrivait manifestement un tout petit peu plus tôt que prévu. Il avait pas complètement fini sa thèse, tu vois. Il est au courant de comment oui, ça marche. Il était au courant. Mais c'est moi qui avais un peu les derniers mois fait le forcing en disant bah c'est bon là, elle va être finie en juillet, donc bon bah c'est septembre. J'avais fait les calculs, tu vois, genre 9 mois avant, c'est bon, on y va. Donc voilà, et c'est arrivé, j'ai envie de dire aux gars, faites gaffe, les meufs qui ont des plans, elles ont toujours des plans, et en fait c'est pas pour rire. Oui, si tu crois que... Ça allait finir en juillet, donc tu vois, on pouvait s'y mettre en septembre. Bon, au final, on a dû s'y mettre, je sais pas, en novembre-décembre, je pense. Et puis bah, je suis tombée enceinte au mois de mars, tu vois. Le 15 mars. Assez rapidement. Et donc le jour où il a passé sa thèse en juillet, bah, j'étais enceinte de 3-4 mois. Tu vois, et Victor est né en décembre juste après, quoi. Donc j'ai plus souvenir de de cette démarche avec mon compagnon et puis le fait que quand je lui ai dit l'annonce, j'ai bien senti que c'était pas exactement le moment que lui il aurait aimé, mais voilà. Il n'y a jamais de bon moment. Mais en même temps, il n'y a jamais de bon moment, tu vois. Puis c'est vrai que c'est des annonces, que ce soit pour les... Mais moi, j'ai plus souvenir de... Avec le recul, tu crois qu'il avait peur? C'était une façon comme une autre de reculer le truc? Ou alors il avait besoin de boucler Ça, je sais pas. Tu sais pas? Il y a que lui qui pourrait parlé dire. Non, jamais parlé de ça. Mais toi, de ton côté, t'avais vraiment un plan, quoi. J'avoue, 200 et tu vois, je crois vraiment que les gars, parfois, on est là, t'as une meuf en face de toi qui a un plan, et toi, tu fais, bon, bah, ok, alors si c'est ça, on va suivre ton plan. Et puis après, d'un coup d'un seul, bam, la meuf, elle est enceinte, et tu fais, mais comment ça? C'était, je suis plus prêt, tu vois? C'était vrai, parce que toi, t'avais décidé, c'est ça, le plan, c'était toi, le plan. Très bien, let's go, alors. Mais parce que je pense que mon plan, il venait de deux choses. Il venait de l'histoire professionnelle, comme je te l'ai dit. Ouais. Et il venait d'une autre chose, qui était le fait que dans ma famille, on a toujours fait les enfants assez jeunes. Ma grand-mère a été grand-mère à 39 ans, puisque ma mère m'a eu à 21-22.
Et comme on dit dans ma famille, moi je suis l'enfant du... On dit quoi ? Ah oui, l'enfant de l'amour. Voilà, l'enfant de l'amour. Mes parents aiment dire que je suis l'enfant de l'amour parce que je n'étais pas vraiment... Enfin, je n'étais pas prévue. Parce que je n'étais pas vraiment prévue, ça veut rien dire. Soit t'es prévu, soit t'es pas prévu quand même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Enfin bon, ça dépend. Non, ça dépend. Tu peux être pas vraiment prévu, ça arrive aussi. Mais là, pour le coup, la phrase, c'est... voilà, j'étais pas prévue, voilà. Et ils m'ont gardée. J'ai été gardée. Mais ok, bah. Et donc du coup, je pense que non, mais c'est pour influencer parce que j'essaie de trouver une explication sur le fait que je voulais absolument mes enfants avant 30 ans. Mais je pense que c'est ça. Il y a un peu des deux, le côté professionnel et le côté familial. Je trouve ça sympa aussi d'avoir des parents jeunes et d'être jeune en étant parent. Voilà. Ok. C'était la croyance de l'époque. Non, bah, je trouve ça toujours assez. Moi aussi, tu sais, je suis du genre. Je crois qu'on s'est fait des plans avec mon ex-femme et tout, tu vois. Et aujourd'hui, je regarde le truc et je me dis, mais. Tu sais, je crois que quand t'as 30 piges, tu veux forcer la vie de la façon dont tu voudrais qu'elle fonctionne, quoi, tu vois. C'est vrai. Et en vieillissant, tu te rends compte que vraiment, t'étais tellement présomptueux par rapport à l'existence, quoi, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. En même temps, c'est des périodes où je trouve... Enfin, c'est une période où... Ça te pousse en même temps, tu vois, ça t'alimente, ça te draine. Ce sont des choses, qui sont des plans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins des plans. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, je me sens en période de transition. J'ai pas exactement le plan d'après. Et c'est ok. Et ça me va. Et je trouve ça chouette aussi, tu vois. Et peut-être qu'il y a 20 piges, tu l'aurais très mal vécu. Ouais, je pense, ouais. Enfin, en tous les cas, j'avais pas l'état d'esprit pour dire, il y a pas de plan, je suis juste en transition, je sais pas ce qui va se passer, on va bien voir. Non, je pense que alors, on va dire classiquement un manque peut-être de confiance en soi, un manque d'éveil global à ce qu'est la vie, peut-être, je sais pas. Bah, tu peux pas savoir. Bah oui. T'as 20 ans de moins. Bah c'est ça. Désolé, hein, mais parfois il y a des questions, t'as pas de réponse parce que juste t'es jeune et il faut laisser parfois le temps faire les choses, quoi. Je crois que c'est un peu le truc. Tu te souviens, comment s'est passée cette grossesse ? C'est-à-dire, tu te souviens de comment s'est passée la grossesse ? Oui, ça, là, pour le coup, je m'en souviens beaucoup plus. Écoute, le premier truc, déjà, c'est que j'ai adoré. Moi, ma période de grossesse, quand même. Enfin, sauf les 2-3 premiers mois. C'est les nausées, les machins. L'odeur du café que tu supportes plus. L'odeur du linge qui sort de la machine que tu ne supportes plus. Mais vraiment, c'est horrible. Et puis après, passer les 3 mois, là, franchement, très bonne période. J'ai adoré avoir une taille de plus pour les seins. Je te jure, ça, c'était mon kiff. Mais vraiment, je me suis acheté 2 soutiens-gorge hyper beaux parce que j'avais plus de seins. Je me sentais bien. Et puis j'ai eu une grossesse qui s'est bien déroulée, la pêche jusqu'à la fin. Donc voilà, je pouvais bouger. Non, chouette période. Et puis un autre élément, c'est que c'est une période où alors c'est étrange en même temps, mais parfois je mettais des mini-jupes, mais c'était très rare. Tu vois, c'était genre pour une soirée ou à la maison, quoi. Et là, en fait, j'ai eu envie d'acheter une mini-jupe. Et genre, je la mettais, mais tout le temps, quoi. Avec des gros collants et tout, parce que Victor est plutôt un enfant de l'hiver. Et je me sentais en mini-jupe, avec mon ventre, tu vois, là, de 6-7 mois. Je crois que c'est une des fois dans ma vie où je me sentais, je sais pas si c'est le mot puissant, mais une forme, non, je crois qu'à l'époque, je disais invincible. Ok. J'ai un souvenir de cette sensation, tu vois, mini-jupe avec mon grand ventre, et de marcher dans la rue et de me dire, ouais, je suis bien, je suis invincible. C'est fou, voilà, et je me sentais, je sais pas, hyper femme, future mère, et juste très bien. Pourquoi tu parles de cette anecdote ? Parce que c'est un truc que tu faisais pas avant et que ouais, parce que des mini-jupes, ouais, c'est ça. Des mini-jupes, j'en mettais pas comme ça, de façon, tu vois, spontanée. Pas du tout. Et clairement, après, je l'ai pas refait tout de suite, tu vois. Et tu vois un peu ce qui changeait ou pas ? C'était vraiment ce truc de te dire, ok, je suis enceinte, je porte la vie, il y a un truc de puissance derrière. Oui, et puis je pense qu'il y avait un côté où du coup, on peut pas m'emmerder. Ok. Je pense qu'il y a ça. Je suis quasiment sûre qu'il y avait ça. Parce que je suis enceinte, donc il n'y a pas je vais pas avoir des... Tu sais... Enfin, non, tu sais pas. Enfin, si, tu sais. Bien sûr, tu sais. Je sais que quand on est femme, on peut être emmerdé. Voilà, on peut être emmerdé parce qu'on est en mini-jupe. Ok. Et ben, je me disais, mini-jupe et enceinte, là, c'est sûr, on pourra pas m'emmerder. Donc, je pourrais être à la cool, avec ma mini-jupe, en train de me balader. Okay. On viendra pas me faire une mauvaise remarque. On pourra pas. Comment s'est passé l'accouchement ?
Très bien aussi. Après, alors un peu, il a été déclenché. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit, mais, enfin, tu vois, avec du recul aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi j'ai accepté en fait. Enfin, je me suis pas posé la question de dire, bah non, moi je veux bien encore attendre 2-3 jours en fait. Pourquoi vous me le déclenchez? Tu vois, bon. T'étais prête à attendre 2-3 jours parce qu'il y a des femmes qui n'en peuvent plus, tu sais. Ah non, moi ça allait. Jusqu'au dernier jour même, on me disait allez vous balader, madame, là, parce que c'est pas assez ouvert, tout ça machin. Donc moi, ouais, en fait, avec le recul, je regrette juste de me dire, mais parce que du coup, ça change sa date d'anniversaire quand même, et de laisser puis moi, il y a une partie de moi qui aime bien laisser faire la nature. Donc. Mais à l'époque, t'étais dans cet état d'esprit-là. Bah non, justement, c'est aujourd'hui. Ah oui. Que je me dis, mais pourquoi, comme si j'avais pas eu l'occasion, ça m'est pas passé par la tête de dire, bah non, je veux pas être déclé, moi je reviendrai dans 2-3 jours. J'avais un plan, mais quand même, tu vois, j'étais plus à 2-3 jours près, tu vois. Donc, ouais, voilà, ça c'est le souvenir que j'ai. Donc après, bon voilà, ils l'ont déclenché. Bon, du coup, ça s'est passé assez vite. Bon, alors après, il y a quand même eu un sujet pour moi pour l'accouchement. Alors, bon, le premier, c'est que j'ai ressenti, pour la seule fois de ma vie, vraiment une immense émotion mêlée à la fois de joie et de tristesse. Les deux étaient mélangés. C'était... tu vois, là maintenant, c'était il y a 17 ans, mais je pense que tu m'en aurais fait parler il y a 10 ans. Je pense que je l'aurais dit encore avec une certaine émotion, même encore aujourd'hui, je pense. Un truc, mais innommable, en fait. Et la joie de la naissance, bien sûr, et en même temps la tristesse. Pourquoi? Parce que j'avais conscience, je te jure, je l'ai analysé direct sur le moment, que je donnais vie à quelqu'un qui, a priori, si la vie se déroule comme il se doit, comme il est mieux qu'il soit, j'ai eu conscience de ma mort, en fait, ce jour-là. Que j'étais mortelle. Voilà. Alors que l'accouchement s'est bien passé et tout. L'accouchement s'est bien passé. Bon, alors, on a quand même eu un sujet, puisque Victor est né avec une malformation qui n'avait pas été vue à l'échographie. On va en parler. Voilà. Mais si tu veux, je me souviens d'abord de ça. Je vois très bien ma position. Donc j'ai dû avoir Victor sur les bras un tout petit peu. Après, bon, bah, forcément ils le reprennent, ils le lavent, etc. Donc après j'étais, voilà, sur le bord, tu vois, du lit. Et à être débordée, mais c'était une explosion d'émotions. C'était et je pleurais et je rigolais en même temps. Enfin, c'était. Et tu pleurais parce que la naissance de ton enfant te renvoyait à ta propre mort. Ça y est, voilà. Là j'ai eu conscience. Voilà, là j'ai eu conscience. Et en fait, vraiment, quand ils ont coupé le cordon, je sais plus si c'est Fabien qui l'a coupé d'ailleurs. Oui, je crois qu'ils ont. Mais peu importe, ça, voilà. Là, quand ils l'ont coupé, ils l'ont dit, j'ai senti que, ok, Victor était un être différent. Nous étions bien deux personnes différentes. Donc peut-être qu'il y a eu ça aussi, tu vois, le fait de me dire, il y a quelqu'un qui était en moi, et là, c'est une personne différente. Ouais, c'est peut-être. Nous ne sommes plus en fusion, etc. Tu vois. C'est déjà un deuil. Ouais, exactement. Oui. Je crois que pour les mères, le fait de couper le cordon et de se séparer physiologiquement de leur bébé, c'est sûr et certain. Enfin, je vois pas comment ça peut faire autrement, quoi. Enfin, en tout cas, je le perçois bien. Je l'ai pas vécu encore une fois, vu mon état de juste mec à la con, quoi. Mais je vois exactement de quoi je vois comment ça peut fonctionner, quoi. Quand ma fille est née, moi, j'ai eu un peu ce truc très étrange où m'est venu des racines, tu vois. Vraiment, l'idée d'être ancré dans le sol, c'était assez étonnant. C'était vraiment limite une vision chamanique, quoi, tu vois. Ah oui. Ça m'est venu à la tronche. Et en fait, je comprends, tu vois, que tu puisses avoir dans ces moments d'émotion, et puis aussi peut-être un peu de clairvoyance, tu vois, où d'un coup d'un seul, t'as la vie te fout une grosse droite dans la tronche, quoi. Ouais, un flash. Ouais. Un gros flash. J'ai eu, parce qu'en me disant, je pense qu'en fait, avant, je pensais pas. Non, parce qu'en fait, je pense qu'avant, c'est pas que je pensais pas à la mort, mais je me disais, bon, globalement, on va tous mourir. Bon, mes parents vont mourir potentiellement avant moi. Mais ensuite, finalement, on est tous dans la même galère. Enfin, tu vois, à 10 ans près, allez, 5-10 ans près, on va tous mourir à peu près au même moment. Donc, les gens que j'aime, mes proches, on va tous mourir à peu près au même moment. Bon. C'était ça ma vision. Donc, j'étais assez tranquille avec l'idée de la mort. Enfin, voilà. Et quand Victor est né, là, je me suis dit, ah ouais, je vais quand même forcément mourir avant lui, et je vais laisser un être cher, qui m'est cher, bon, qui m'aime potentiellement et que j'aime aussi potentiellement. Tu vas pas forcément mourir avant lui, hein. Parfois la vie t'éclate la gueule. Bien sûr, mais voilà, dans le sens, dans la nature, dans la nature.
Et que du coup, j'allais quitter la Terre et un être qui m'est très cher, il serait encore, en fait. Et ça m'a vraiment plongé dans une forte tristesse en même temps qu'une forte joie, évidemment, de donner vie et d'être maman. Et c'est resté un moment, cette tristesse, ou est-ce que ça a contribué aussi? Est-ce que tu as eu, je sais pas, une dépression postpartum ou un truc comme ça, avec le recul? Non, je crois pas avoir eu ça, mais après, je pense qu'il y a de façon générale, je vis avec une tristesse latente en moi, mais je la gère, je cohabite avec elle. Depuis toujours? Non, pas depuis toujours, je sais pas. C'est encore à traiter, ça. C'est encore un sujet. Voilà. Tu veux pas en parler? J'ai pas encore assez d'éléments pour vraiment aller, tu vois, au fond du truc. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui remontent à un petit peu avant. Ok. Et la maternité, vient en ajouter, sans pour autant dire que c'est de la faute de ton fils, mais c'est juste ton état de maman, c'est ça? Peut-être un peu, mais aussi parce que mon papa, il a perdu sa maman jeune. Il y a peut-être aussi ça. Ah. Tu voudrais dire qu'il t'a... Il t'a transmis des trucs. Alors, je sais pas s'il m'a transmis, mais c'est cette maman partie jeune qui a transmis peut-être des choses parce qu'elle est partie. C'est elle qui a décidé de partir. Il y a peut-être un peu de ça. Voilà. Ah. Et papa, je crois qu'il avait pile 30 ans quand elle est partie. Donc quand ton fils est né. À peu près, ouais, tu vois, je crois. Si je refais, ouais, elle avait pile 30 ans. Ça y est, j'ai la date, c'est ça. Donc, mais je suis juste en train de le formaliser avec toi, tu vois. Ok. Le transgénérationnel, parfois. Tu vois, c'est encore une piste que je suis pas allée explorer, ça. Mais j'ai une amie, une connaissance qui est sur ce sujet-là. Je vais peut-être y aller un jour. Et il avait quel âge ton père à l'époque? Je te dis pile 30 ans. Voilà, ah oui, pardon, il avait 30 ans. Ah, il avait 30 ans. Et moi, j'ai eu Victor à 30 ans, mais je suis juste en train de le formaliser avec toi, c'est rigolo. Enfin, rigolo, oui. C'est une piste comme une autre. C'est ça. Ok, donc ton fiston naît, comme tu disais, avec une malformation au pied. Oui. Qui n'a pas été vue à l'échographie, qui aurait pu l'être, mais qui n'a pas été vue. Donc tu vois, Victor juste sort et j'entends il y a un problème au pied. Donc j'entends il y a un problème au pied. Je sais pas si on prononce varus équin ou pied beau. Je sais pas si le truc est prononcé, mais j'entends qu'il y a un problème au pied. Donc les seuls mots que je dis, c'est est-ce qu'il va marcher? Parce que là, tout de suite, j'ai la visualisation de Victor va être dans un fauteuil toute sa vie, tu vois. Et donc, instantanément, je demande est-ce qu'il va marcher? On me répond oui. Donc, je redescends. Bon, et puis après, on gère, quoi. on gère le sujet. Émotionnellement, comment tu vis le fait de te dire merde, j'ai un fils qui naît avec un pied mal formé? En vrai, ça va parce que on m'a tout de suite rassurée. Tu vois, et le résultat, il est là aujourd'hui. On sait soigner ça maintenant en France. Bon, il y a 50 ans, pas vraiment, mais maintenant on sait. Et donc j'ai toujours été assez confiante, même si quand même, je t'avoue que quand il a été question de savoir quand Victor allait marcher, tu penses bien que j'étais la première à l'entraîner, quoi. Et que je me souviens, tu vois, quand tu m'as, tout à l'heure, c'est marrant parce que quand tu m'as posé la question, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé le jour où t'as appris que t'étais enceinte? J'ai envie de te dire, je me souviens plus du jour où Victor a marché, tu vois, qui était un moment crucial, évidemment, pour moi, que le moment où j'ai appris que j'étais enceinte, tu vois. Ouais. Je m'en souviens très bien où c'était, comment c'était, quand j'ai vu que ça marchait vraiment. Je me suis dit, ouais, c'est bon. Et tu avais quel âge? Bon, il devait avoir 14 mois, c'était en février. Ok. Oui, donc il a pas pris. Pas eu de retard et tout. Trop de retard par rapport à tout ça. Non. Et toi, est-ce que t'avais une forme de culpabilité aussi en tant que, je crois, tu sais, quand on est jeune parent ou qu'on va devenir parent, on a un peu ce truc, forcément on idéalise que tout va bien se passer. Et toi, quand t'as ton fiston comme ça qui naît avec ce pied, tu te dis, comment tu réagis? Alors, comme je t'ai dit, moi je suis très, c'est la nature. Donc, je me suis absolument pas posé la question de la culpabilité. Okay. En revanche, elle m'a été malheureusement amenée sur un plateau. Étonnant. Par je ne dirais pas qui. Ok. Bon, si, remarque, je peux le dire, mais en fait, c'est mon ex-beau-père, en fait. Parce qu'il était un peu dans la médecine et dans ces sujets-là. Et en fait, le pied beau, c'est forcément, potentiellement, c'est héréditaire. Et c'est transmis par la femme.
Ah, il t'a balancé ça comme ça? C'est ça. On est vraiment sur une personne tout à fait empathique, hein. Ok. Là, une empathie. Voilà. Après, il a d'autres sujets. Voilà, il a plein d'explications pour être un peu comme ça. Mais bon, c'est sûr que c'est pas forcément une remarque que j'aurais attendue, quoi. Je m'en serais passée. T'as réagi comment quand il t'a dit ça? Bah, sur le coup, un peu comme l'histoire de mon employeur, t'es sidéré. Moi, je passe toujours d'abord sidération, quoi. Puis après, tu fais des recherches. Bah, au début, tu crois pas. Tu nies l'info, puis après, tu vas chercher. Effectivement, c'est ce qui se raconte, c'est ce qui se dit. Manifestement, ça a été prouvé. Bon. Après, oui, en plus, il m'avait rajouté la couche de toute façon, parce que eux, ils sont du Sud, et moi, je suis plutôt de l'Ouest. Ma famille est de l'Ouest, la Bretagne, etc., et que c'est plutôt typique de ces régions. Donc en plus, j'avais la double culpabilité familiale, ancestrale et personnelle parce que je suis une femme. C'était la totale. Putain. Non, c'est sûr que je la... Ouais, de temps en temps, ça me revient encore un peu, mais bon, voilà, mais c'est... C'était une meuf bretonne, fais gaffe à toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Mais ouais, de ce fait-là, t'as vécu ces 14 mois vraiment avec l'idée de ok, on va le faire bosser le petit, c'est ça, enfin, oui. Comment t'as dit, l'entraîner, c'est ça? Ouais, l'entraîner. Alors au début de toute façon non, parce que de toute façon oui. non, mais bon, dès qu'il a pu, dès qu'il était à peu près en âge, tu vois, 12 mois, c'est sûr que j'étais la première à le tenir, ta tête contente, tu vois. J'ai quelques images de sur le sable à Trouville, parce qu'en plus il avait des attelles, Victor. Donc quand on le faisait au début, essayer de marcher la journée, il marchait sur des attelles, enfin sur des petites attelles qui étaient des attelles avec une petite plaquette et puis un bandage. Élastoplast, on avait été des grands clients d'élastoplast pendant 3-4 ans. Parce qu'on lui faisait des bandages tous les jours en fait pour maintenir son pied. Du coup, bien sûr. On a fait un traitement en fait où on a essayé de l'opérer le plus tard possible. Donc il a été seulement opéré à l'âge de 3 ans. Donc pendant 3 ans, des bandages tous les jours à faire, avec des massages. On avait été formés pour. Et puis après, régulièrement, on allait... Mais l'autre chose quand même assez singulière dans mon histoire, c'est que moi j'avais en démon d'avoir mes parents ou mes beaux-parents sur le dos quand Victor allait arriver. Je voulais vraiment qu'on soit tous les 3 peinards. Et évidemment, la vie étant ce qu'elle est, il s'avère que mon ex-beau-père travaillait un peu dans ce secteur-là, connaissait quelqu'un de sa promotion qui était spécialiste des pieds beaux. Cette personne était de Marseille, et que quand même, ce qui est dingue, c'est qu'il a appelé cette personne, forcément, normal, hein, en tant que grand-père, t'essayes de trouver des choses, quoi. Il appelle cette personne, qui s'appelle Monsieur Bayada. Il s'avère que Monsieur Bayada, le 15 décembre 2004, quand Victor est né, est à Paris pour un congrès sur les pieds beaux, qui est donc l'équivalent d'Ivarus Equin. Et donc, en fait, c'est Monsieur Bayada qui débarque à la maternité. Ah oui, donc vous aviez direct le spécialiste du sujet. C'est ça, quoi. Pour faire le traitement directement. Donc à mettre une plaquette. Alors pour l'anecdote, mon ex-belle-sœur m'avait offert des chocolats. Je suis une grande fan de chocolat de Fauchon, et donc les premières petites plaquettes en dessous les pieds de mon fils, c'était des petites plaquettes de Fauchon qu'il a découpées dans la boîte de chocolat, tu sais, cartonnées et tout. Et donc voilà, et donc le traitement a commencé comme ça, et du coup on a le jour de mes 30 ans, le 28 décembre, je suis descendue à Marseille, et le traitement on l'a fait à Marseille en fait. Donc j'ai été chez mes ex-beaux-parents pendant mon congé maternité. Ouais, c'était compliqué. Voilà. Je n'ose même pas l'imaginer. Mais bon, après, t'as des ex-beaux-parents qui sont sympas. Enfin, t'as des beaux-parents qui sont sympas. Oui, mais c'est tellement pas ce que j'avais... Alors là, pour le coup, pas prévu du tout. Ouais. Moi, je voulais qu'on soit tous les 3 en cocon, et je me suis retrouvée, du coup, séparée du papa. Hein. Le papa, il travaillait, quoi. Ouais. Donc, du coup, il venait tous les week-ends, hein, mais... Ouais. Et là, la Caroline qui s'était fait des plans, qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là? Elle se dit, de toute façon, sincèrement, quand tu accouches, t'es quand même dans un état second. Tu vois, je ne saurais même mettre des mots dessus. Enfin, t'as pas complètement tous tes moyens, toutes tes énergies. Donc, si tu veux, mes parents, pour plein d'autres bonnes et mauvaises raisons, ont eu du mal à accueillir la nouvelle avec vitalité et positivité. Donc de l'autre côté, j'avais plutôt, tu vois, mon ex-belle-famille, voilà, qui gardait le sourire, qui gardait l'énergie, etc. Donc c'est vrai que j'ai été là où aussi le sujet
était vécu comme bon bah voilà, on va gérer et ça va bien se passer quoi. Ah, tu veux dire que dans ta famille c'était beaucoup plus compliqué à gérer? Ouais, mais parce qu'en fait, ils sortaient ma mère sortait d'un cancer en fait. Okay. Et mon père ils avaient dû vendre la boutique, ils étaient bouchés, etc. Donc ils étaient quand même pas voilà, ils étaient pas au meilleur de leur pour accueillir. Ouais, c'est ça. Donc évidemment, je leur en ai pas voulu sur le moment et voilà, après je m'en suis peut-être un peu voulu, du coup, me dire mais quand même, t'aurais dû quand même avoir l'énergie au fond pour voir comment, si le traitement aurait pu être fait à Paris, tu vois. Après, comme je conduisais pas, il aurait fallu que j'aille en taxi tous les jours. Donc c'est sûr que c'était plus simple d'être chez mes beaux-parents, voilà, qui m'emmenaient chez Monsieur Bayada et qui faisaient le traitement. Donc voilà, écoute, ça s'est fait comme ça. C'est toujours une bonne idée de passer le permis jeune. N'est-ce pas? Mais figure-toi que je l'ai passé, mais qu'après j'en ai pas eu besoin, donc je n'ai jamais conduit, voilà. Ah, donc t'avais peur de conduire, c'est ça? Ouais, je pense qu'il y a de ça un peu. Mais il faut que je m'y remette un jour, mais quand j'en aurai vraiment l'utilité, parce que le sujet c'est que si t'as pas tout de suite le besoin de la voiture, bah tu conduis jamais, quoi. Quand tu vis dans Paris, c'est sûr que c'est pas forcément très intéressant d'avoir une voiture, quoi. J'ai compris. Comment ça se passe avec ton fiston jusqu'à à peu près aujourd'hui? On va parler de son parcours. Ça m'intéresse de te faire parler de son parcours scolaire. Mais comment tu vis toi ces premières années de maternité donc? Alors attends, il y a peut-être déjà un truc que j'ai pas raconté là-dessus, c'est que je voulais une fille. Ah. Parce que tu comprends, avoir un zizi dans le ventre, je trouvais que c'était compliqué. D'avoir un zizi dans le ventre? Oui. Je te jure. Ah, c'est génial. J'avais une image comme ça, complètement, je sais pas. Putain, je l'avais jamais capté comme ça, quoi. Je sais pas, je me dis, mais je veux un garçon, mais comment ça va se passer? Je sais pas, moi, comment ça marche, les garçons. Ah oui. Donc, classiquement, je voulais une fille. Enfin, classiquement, j'en sais rien. Moi, je voulais une fille. Et puis, bah, du coup, et donc, bon, après, quand j'ai su que c'était un garçon, parce qu'on a demandé le sexe, oui, dès le début, on l'a su. J'étais quand même très, très contente. Et puis, bah, les 15 derniers jours, je crois, ou derniers mois, je sais plus, dans les derniers mètres, là, d'un seul coup, j'ai été pris d'une crise de panique. Je me souviens, il y a eu un jour où j'ai été remplie d'un sentiment de peur, de me dire, le bébé va savoir que je voulais une fille, il va croire que je l'aime pas. J'ai commencé à partir dans un truc. Bon, ça a pas duré longtemps, hein, mais je me souviens d'une crise d'angoisse, hein, je pense qu'on peut dire ça. Et voilà, mais tu maîtrises pas, tu vois, ça vient, bon bah t'accueilles. Mon compagnon a accueilli ça en disant mais non t'inquiète, ça va très bien se passer, mais bien sûr tu vas l'aimer. C'était du genre à faire beaucoup de plans. T'avais beaucoup d'attentes et tout. Ouais, je projetais des choses en tout cas et ouais, c'est vrai qu'avoir voilà. T'avais peur d'avoir un garçon? Ouais. Mais parce que t'avais la sensation que t'avais pas les armes pour l'éduquer correctement? Oui, c'est ça, je pense. Oui, je pense que je savais pas comment ça fonctionnait, un garçon. Tu revenais à ce truc de te faire emmerder dans la rue et tout, tu te dis, est-ce que t'avais cette projection de mon fiston va peut-être être un de ces couillons-là, j'ai pas envie? Ah non, ça va rien à voir avec ça. Ok. Ça, je sais que ça n'a rien à voir avec ça, mais voilà. Attends, j'ai encore plein de sujets à les questionner. Merci pour le podcast, Fabrice. Non, mais tu sais, je crois que j'ai aussi ce truc de, en fait, quand tu t'es fait emmerder par des mecs, je me dis à quel point c'est compliqué pour une femme, tu vois, de se dire, bah tiens, je vais faire en sorte d'élever un gars et en fait, c'est à la fois génial parce que ça veut dire que tu peux lui inculquer des valeurs qui soient différentes, mais en même temps, tu sais aussi, je crois, inconsciemment que tu vas avoir le reste du monde contre toi, quoi, dans ce cas-là. Notamment les films, la pop culture, c'est vrai. Oui, c'est le vrai. reste des mecs qui en général est pas non plus très très aligné, quoi. Je voulais te demander aussi qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ce plan ne se réalise pas, c'est-à-dire que tu finis par faire juste un enfant et pas deux? Bah écoute, alors assez vite, même si Victor avait une malformation et on savait que ça allait prendre quand même 4 ans le traitement avec les opérations. Enfin après il a eu des attelles encore jusqu'à 16 ans, mais on va dire que le gros du traitement c'était les 4 premières années. Moi, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, comme on était rassurés, on voyait qu'il marchait, les opérations se sont bien passées. Et puis par rapport à mon boulot, j'étais dans un nouveau boulot, tu vois, et du coup j'avais dit à Fabien, voilà.
on fait le deuxième. Bon. Et lui était plutôt dans, non, on va attendre d'être bien sûr que vraiment le traitement est fini au bout de 4-5 ans, etc. Bon. Alors du coup, j'avais changé de travail. Ok. Et puis après, la vie a fait que, on s'est séparés 2-3 ans après. Donc voilà, on n'a pas eu de deuxième enfant. Okay. Et puis après, les rencontres ont fait que, voilà, il y a eu une première rencontre dans ma vie avec qui ça aurait pu se faire, parce que j'avais encore moins de 40 ans et que, je voulais bien un deuxième enfant, mais voilà, ça s'est pas fait non plus. Et écoute, maintenant. Ça a été un deuil pour toi de te dire, ok, j'aurai pas de deuxième enfant? Non. Ok. Non. Ok. Je trouve ça très bien d'en avoir eu un. Tu vois, si j'ai ressenti une fois. Et du coup, je suis ok avec ça. Ok. Non, je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est un vrai chemin de deuil, tu vois, de se dire, ok, donc en fait, j'aurai jamais de deuxième ou de troisième enfant, peu importe, quoi, tu vois. C'est l'idée de se dire qu'à un moment donné, t'auras plus d'enfants dans ta vie de femme, quoi. Non, parce que tu vois, en même temps, il y a certains enfants, des enfants de certaines de mes copines, dont je suis assez proche, même si je les vois pas régulièrement. Et que, tu vois, quelque part, il y a ce côté aussi un peu tribu. Ok. À laquelle je suis attachée. Plus qu'au fait que, j'ai pas eu comme c'était prévu, 2-3. Le Capricorne fait des plans, mais s'il ne réussit pas tous ses plans, ce n'est pas non plus c'est pas la fin du monde, grave, tu vois, voilà. Capricorne n'est pas non plus buté, quoi. Non. Ok. Ok. Bon, ton fiston aujourd'hui est grand, il a 17 ans et demi. Ouais. Est-ce que t'as est-ce qu'il y a pour toi des moments charnières dans ta vie de maman avec lui entre effectivement sa naissance et ses 17 ans et demi, et puis après, comme je te disais, je voudrais qu'on parle de son orientation scolaire. Ouais, il y a des moments charnières, il y a des moments où c'est plus un petit bébé, donc on peut faire plein de choses avec lui. Moi, j'ai adoré l'âge, tu vois, 4-8 ans, quoi. J'étais assez fan. Après, depuis qu'il est en 3e, Victor a assez pris son indépendance, tu vois. Ne serait-ce que, pour sortir avec des copains. On habite dans le 92, donc il prend le train pour aller voir ses copains qui sont à Paris, etc. Il l'a fait assez tôt. Il est assez indépendant. Et ça, c'est vrai que je sais qu'il y a eu un moment charnière. J'ai quand même bien mis, une bonne année, je pense, à me dire, ah oui, donc les week-ends, c'est plus pareil maintenant. Ou en gros, il y a une partie des week-ends, en fait, qui est déjà organisée par lui. Donc bon, ok. Donc il faut que j'organise juste pour moi-même l'autre partie du week-end. Puisque je l'avais en garde alternée une semaine sur 2. Dans le moment charnière pour moi, et en même temps pour lui, c'est aussi le moment où Victor devait avoir 8-9 ans. Ça faisait 1 an et demi que j'avais Victor en garde alternée. Et le fait que je l'ai en garde alternée a participé largement à 50% de la décision du fait de me mettre en solo entrepreneuriat. Okay. Et de quitter ce monde de CDI où en gros tu maîtrises pas ton agenda. Où en gros, même quand c'est ta semaine avec enfant, si t'as une réunion à 18h, t'es un peu obligé de dire oui, quoi. Et là, je me suis dit, mais non, ça c'est plus possible. Moi, je l'ai une semaine sur 2. Je veux que la semaine où je l'ai, le mercredi après-midi, on puisse aller jouer à la pétanque au parc. Okay. Tu vois. Et que le soir, je sois chez moi assez tôt. Voilà. Donc ça a été aussi un moment charnière, tu vois, de décider ça. Et donc il était... Ça t'a incité à te lancer à ton compte. Ah oui, clairement. Je te dis 50% de la décision. Okay. 50% c'était... l'autre 50%, c'est j'avais l'impression d'avoir fait le tour. J'avais fait 2 comités de direction. Alors que, je sais pas, assez récemment, parce qu'on parle toujours du plafond de verre, tu sais, pour les femmes. Moi, c'est bizarre, je veux dire, mais moi, c'était le plafond de la connerie que j'avais atteint. Enfin, de la connerie à mon sens. C'est-à-dire qu'en fait, en étant dans des comités de direction, j'avais l'impression de plus faire mon travail que moi j'aimais, qui était quand même très opérationnel, s'occuper des équipes, tu vois, gérer des clients, etc. Et là, en fait, on me demandait toute une partie de mon rôle qui était en dehors de ce que j'aimais, avec ce côté politique où tu fais des pseudo-comités de direction, t'es entre 10 et 12, mais en fait les décisions elles vont se prendre un 4, tu vois, soit dans un café, soit dans un bureau fermé. Ouais. Et donc toute cette fantaisie, fantaisie on va dire, fantocherie, je sais pas comment on dirait. Ce côté fantoche et très, je sais pas comment on dit, artificiel, superficiel, ouais. Voilà. Donc 50% de la décision c'était très déçu d'être dans des comités de direction où je pensais que ça allait être waouh quoi, tu vois, on allait faire des choses hyper tu vois, rationnel et tout. Je me suis rendu compte que pas du tout. Et voilà. Et 50% de la décision,
voire plus Victor, une semaine sur 2. Et c'était pas une peur pour toi de te lancer à ton compte, parce que tu vois, après toute une vie de salariat, c'est pas forcément très évident et c'est naturel, quoi, de se lancer. En fait, non, ça m'a fait exactement, moi je l'interprète comme ça, c'est qu'en fait, je ne pouvais pas faire autre chose. Je l'ai fait parce que les autres options n'étaient plus possibles. Je regardais les annonces de CDI, il y a rien qui me tentait, ou alors des choses qui avaient rien à voir avec ce que je faisais, et en même temps, je comprenais pas. J'adorais le secteur dans lequel j'étais, j'adorais mon métier, mais à chaque fois que je voyais une annonce, je voyais déjà tous les problèmes politiques qui étaient autour, ce qu'il y avait dans ma fiche de poste et ce qui l'était pas, ce qui allait être du coup sujet à problème. Voilà. Donc je me suis dit, voilà, ces 2 sujets en parallèle. Donc ça a été un moment charnière aussi. Et puis l'autre moment charnière qui est lié, c'est quand je me suis rendu compte que vers 12-13 ans, Victor, en fait, le fait que je sois là le mercredi après-midi, ah bon, tu t'es là tu vois. Ça a été dur pour toi? Non, mais c'était... sur le moment, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, c'est marrant la vie. Encore un petit joli pied de nez. Bon, en même temps, voilà, j'en avais profité pendant 4-5 ans, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai senti le petit moment où ça commençait à basculer et à me dire, finalement, là, si tu retournais en CDI, Victor, ça lui irait très bien, quoi. Mais comme moi, j'adorais cette nouvelle vie. Je l'ai pas quittée et voilà. Ok. C'est dur de voir son fils grandir et ne plus avoir besoin de toi? Oui. Ouais, c'est un sujet encore plus prégnant, je pense, qui est apparu vers, je sais pas, à partir de la fin de 3e. Tu vois, je situe ça à partir de la fin de 3e jusqu'à, j'ai peut-être mis 1 an et demi, tu vois, mi-première, où de me dire, et cette distance, tu vois, la distance qui est prise de façon assez naturelle par ton enfant qui devient un adolescent, et pour toi, c'est beaucoup moins naturel, évident. T'as réussi à t'en détacher petit à petit, ou en tout cas à accepter le fait qu'il ait envie de mettre de la distance facilement? Oui, parce qu'en fait, tu vois, on a réussi à en parler. Je lui ai dit et Ah, vous en avez parlé? Ouais, vraiment, on en a parlé. Et moi, j'ai posé les mots en lui disant, voilà, j'aimerais quand même que sur les 2 jours, on est à peu près la moitié du temps ensemble. Tu veux dire chaque week-end, c'est ça? Ouais, tu vois, le samedi, le dimanche, et puis qu'on se dise à l'avance aussi. Parce qu'en fait, moi, ce qui me pose sujet dans ce genre de situation, c'est quand 1 heure avant, ton enfant va te dire, mais dans 1 heure, je suis plus là. Oui, mais là, 1 heure avant. Voilà, donc il y avait aussi ça que je voulais lui faire passer comme message. C'est ok, mais voilà, on en parle 24 heures avant, quoi. Juste que j'ai le temps d'anticiper. Ouais. Donc non, on a posé, voilà. Après, ça quand même, voilà, ça pique, hein. Ouais, ça pique. Donc ça faisait des émotions un peu de, mais ça je le gardais pour moi, mes petites larmes. Mais tu pleurais? Et puis, ouais. Clairement, de temps en temps, j'avais des petites crises de passage, j'appelle ça. Tu sais, un peu comme quand tu fais de l'escalade, t'as des points de passage. Voilà. Donc je laissais couler, et puis voilà. Qu'est-ce que t'avais l'impression de quitter? Qu'est-ce que t'avais l'impression de quitter, en fait? Qu'est-ce qui se faisait pleurer? Un lien de complicité qui t'apporte beaucoup de joie. T'es encore ému, là. Ah, t'es ému. Tu peux pleurer dans le micro, hein, t'inquiète, c'est pas... Qu'est-ce qui t'émeut comme ça? C'est singulier. Il n'y a que ça qui t'apporte ça. C'est unique. Et tu veux dire que quand ton enfant grandit, il faut aussi faire le deuil de ça? Oui, on n'a pas le choix. Mais c'est la vie. C'est pour ça qu'elle est belle, la vie. Et c'est dur de laisser partir son enfant? C'est pas de le laisser partir, parce qu'en même temps, je suis hyper fière d'avoir réussi ça, que mon fils a 17 ans et demi, en plus, il ait envie de partir en province, tu vois. Tiens, regarde, j'ai pas fait le mouchoir. Complètement, c'était pas du tout prévu. Hein. C'est ça. Non, mais tu vois, en même temps, je suis hyper fière, c'est ça qui est particulier. Après, moi, je suis quelqu'un qui passe facilement du rire aux larmes, ou des larmes aux rires, d'ailleurs. Et je trouve en même temps fabuleux. Et je suis très fière que Victor, là, il va pouvoir potentiellement avoir le choix entre différentes écoles. Et on en a déjà ouvertement parlé. Il choisira en priorité des écoles qui sont en province. Parce que il a envie de faire sa vie. Et là, pour moi, ça veut dire que j'ai réussi quelque chose.
Ouais, je comprends. Et je le prends pas du tout contre moi, tu vois. Mais pour autant, ça génère un sentiment de deuil, tu vois, de séparation. Il n'y a pas ce truc, un peu cette projection de quand ton fils se barre, la prochaine grande étape de ta vie, c'est ta mort? Ah non. Ok. Ah non, c'est pas ça. Ok. Non, alors pour moi, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Attends, je réfléchis. Non, c'était au cas où tu avais envie de faire une boucle avec ton accouchement. Non, pas du tout. Bah non, je me disais, putain, non, pour le coup, parce que tu vois, pour le coup, l'histoire de l'accouchement, elle est définitive, elle est spontanée, elle est sur un moment T. Je me souviens du truc. C'est voilà, j'ai eu ça à un moment de ma vie, ça ne reviendra jamais. C'est lié vraiment à cette coupure du cordon. Non, là, c'est vraiment dans la perte de quelque chose qui est irremplaçable. Enfin, je veux dire, voilà, c'est irremplaçable. En même temps, moi, ça m'offre une potentielle nouvelle liberté puisque je vais plus être obligée d'habiter à côté du papa et voilà. Et j'ai plein de projets en tête et c'est fabuleux aussi. Mais voilà, ça reste. Voilà. Et quand tu dis la perte, c'est vraiment dans ta tête, c'est la perte ou c'est un lien qui se transforme? Alors c'est les deux, c'est-à-dire je pense, toi t'as forcément cette perte, et en même temps c'est joli, tu vois, de revenir sur tout ce qui s'est passé, t'as tous les souvenirs qui redéfilent. Allez, c'est reparti pour quelques larmes. mais c'est des larmes de joie en même temps. Bien sûr, ça se sent que c'est des larmes de joie. Tu vois. C'est des larmes de joie et des larmes de tristesse aussi, parce que... Ouais, j'ai les deux en même temps. Ouais. C'est fabuleux ce lien. Je trouve ça incroyable que la vie m'ait offert ça. Pouvoir être maman et de vivre tous ces moments-là, quoi. Et puis alors c'est juste parce que de toute façon on en reparle un petit peu avec Victor, je trouve qu'il sourit moins depuis qu'il est ado. Avant qu'il était petit. Ouais, c'est chiant l'adolescence. C'est vrai. Franchement, on s'entend très bien et c'est très rare qu'on ait des tensions où on les règle assez rapidement quand on en a, on se dit les choses. Donc j'ai une très belle relation avec mon fils. Enfin, je sais pas s'il dirait la même chose. Mais si, je pense qu'il dirait la même chose. Mais oui, il a un peu perdu il avait un côté très jovial quand il était petit. Il était toujours en train de se barrer. Et maintenant, on a l'impression, tu sais, surtout quand on fait des photos, tu sais, genre, il fait des poses d'ado, tu vois. Genre, je dis, bah, vas-y, tu peux sourire, ça te va bien. Et je pense que dans la, tu vois, le deuil que je fais, c'est aussi le deuil de l'enfant qu'il a été. Tu vois? C'est pas tant de la maman que j'ai été ou de la jeunesse que moi-même j'aurais perdu, parce que, comme je t'avais dit tout à l'heure, j'ai pas de sujet avec la vieillesse, j'ai pas de sujet avec la mort, enfin voilà. 47 ans et demi, donc. Tu vois, ça va voilà, ça, il y a des choses belles des choses belles et tristes à chaque période de la vie, c'est, ok, ça c'est cool, comme un long fleuve, plus ou moins tranquille, qui est parfois un torrent. Donc c'est pas avec ça, c'est vraiment par rapport à l'enfant qu'il a été. C'est vrai qu'aujourd'hui je le vois, il fait 1m80, 85, et c'est peut-être terrible ce que je vais dire, mais des fois je me dis, c'est en train de devenir un peu un étranger. Tu vois? Il y a un côté un peu comme ça. Parce que forcément, il prend en connaissance de lui, en assurance de lui, et il arrête pas de tester des nouveaux looks. Là, ce week-end, laisser des couettes. Tu fais des couettes en ce moment. Ouais. Et donc, c'est une forme de... voilà, il fait des trucs... Il est en train de s'autonomiser aussi. Mais complètement s'autonomiser. Ou tu vois, je sais plus, avant-hier, il nous avait préparé une entrée, il avait mis le petit couvert, il avait préparé une entrée et tout. Ouah, génial, quoi. Et en même temps, t'as la perte de l'enfant tout joyeux qui est en train de courir partout, maman ceci, maman cela, qui dit maman toutes les 5 minutes. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que récemment, et je lui en ai parlé aussi, parce qu'en plus j'ai un compagnon, et à chaque fois j'ai remarqué que quand ses enfants l'appellent, c'est bonjour papa, au revoir papa. Ils disent toujours le mot papa. Et ça m'a marqué parce que du coup, je me suis dit, oh, c'est marrant, je crois que Victor, il dit plus maman. Tu sais, quand on s'appelle, ouais, bonjour, ouais, coucou, tu vois, voilà, il n'y a plus écrit maman ou dans les SMS. Et là, je lui ai redit récemment. Je dis, ah bah tiens, je dis parce que je te rappelle quand même que t'es la seule personne à pouvoir dire maman sur cette terre. Et c'est quand même un très joli mot. Mais je lui ai dit gentiment, tu vois. Voilà, en disant un peu, si, des fois, tu peux redire plus maman. Donc t'es en train d'aller rechercher ce lien. Ouais, je recherche un petit peu. Ce lien de l'enfant, quoi. Oui, c'est. Ouais, enfin, en même temps, alors, de l'enfant, on est censé pouvoir dire maman jusqu'à la fin de la nuit des temps, tu vois. Bonjour maman, pas juste bonjour, je sais pas. C'est une vraie question. Comme je te dis bonjour Fabrice, je sais pas, ou tu vois, voilà.
Il pourrait te dire bonjour Caro et ça serait cool. Ouais, aussi. Bon, il y a des familles qui font ça. C'est rigolo. J'ai rencontré une famille où les enfants, depuis tout petit, appellent leurs parents par leur prénom. J'ai un pote aussi qui fait ça. Il Ça appelle va- sa mère Ouais. par son prénom. J'y avais jamais pensé. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Tu disais qu'il faisait une entrée parce qu'en fait, il a trouvé sa voie apparemment. Oui. Et ça doit être canon. Enfin, Ouais. je veux dire, en tant que mère, il y a vraiment ce truc de, t'as réussi à inculquer à un enfant une passion, il se lance dans des études de cuisine, c'est Oui. Alors bon, il y a eu tout un parcours de différentes pistes avant d'arriver à celle-ci. ça? S'il a que 17 ans, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal, mais je l'ai bien accompagné. Je l'ai bien accompagné là-dessus. Et donc voilà, oui, il a envie d'avoir un lieu en fait à lui plus tard où à la fois il y aura de la cuisine et il a repris une phrase qu'il a vue dans un article, c'est que ce soit le spectacle tout autant dans l'assiette qu'en dehors de l'assiette. Ok. C'est joli, hein. Alors ça, je pense que ça lui vient du fait qu'il a beaucoup développé la magie. Et il a adoré faire de la magie pendant 4 ans, il en a fait à fond. Hein. Minimum, il en faisait 2 heures par jour. Hein. Donc autodidacte, conférences, congrès de magie. Il a dû prendre, même pas 4 mois de cours. Hein. Lecture de livres en anglais, lecture de conférences avec les numéros, etc. Il a fait des cartes, des pièces, etc. Donc il a vraiment été au bout de ça. Il a bien aimé, c'est le côté émotion qu'il allait chercher. Alors plutôt du close-up. Hein. Il aime bien il a fait aussi de temps en temps devant 200-300 personnes, tu vois, quand on était en vacances, on était dans un club, il a eu l'occasion de faire des tours de magie, donc il l'a fait, c'était marrant. Mais il m'a toujours dit qu'il préférait le close-up. Donc je pense que, tu vois, l'histoire de la cuisine, il relaie ça aussi à la magie parce que c'est assez créatif, la cuisine, comme la magie. On est dans l'émotion, on est dans le partage, donc je pense qu'il a retrouvé ça dans la cuisine et que c'est ce qui fait que, voilà, il s'oriente vers ça. Donc on attend les résultats pour savoir si c'est à Lyon, Rennes, Bordeaux ou Paris, sachant que Paris, c'est le 3e choix. Ok. Ouais, donc l'idée c'est que Ouais. il veut se barrer, quoi. Oui. Il veut aller vivre Et sa il le vie. dit ouvertement. Il me l'avait même dit, de toute façon, tu sais, en 3e, il me l'avait dit. Il m'avait dit, tu sais, maman, je partirai... 3e quand même, hein. 15 ans, ouais, même pas. Je partirais... à l'époque, c'était Barcelone. Il avait envie d'aller en Espagne. Ok. Donc il est parti pour faire des études de cuisine, quoi. Exactement. Ouais, cuisine, ça s'appelle cuisine et management. Management et art culinaire. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels je t'ai pas amené, dont tu aurais bien aimé causer? Par rapport à mon fils, écoute... Par rapport à toi? Ouais, par rapport à moi... Non, là, on a couvert pas mal de sujets. Parce que tu vois, je m'étais dit, ah oui, il va peut-être me poser la question, mais à la même temps, j'ai pas de réponse sur, tu vois, l'éducation entre le père et la mère, comment s'accorder, etc. En même temps, j'ai pas trop la réponse. Puis comme il y a une partie de sa vie jusqu'à ses 7 ans, il a eu papa, maman au même endroit. Ce qui change beaucoup quand même. Hein. Bah, tu vois, d'être au même endroit quand tu fais l'éducation d'un enfant et de pas être au même endroit une semaine sur 2, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois. Je sais pas du coup s'il aurait évolué de la même façon. Alors ça, c'est une question, mais qui restera une question du coup, de savoir s'il aurait évolué de la même façon, Victor, si j'étais restée avec son papa, si on avait eu l'éducation, tu vois, en même temps, au même moment. Je sais pas. Parce que tu vois, le fait d'être une semaine sur 2, tu crées forcément un lien qui est plus, je trouve, plus, comment dire, je sais pas qualifier, plus bilatéral, forcément, en fait, tu t'es vois. qu'à 2 alors que normalement t'es à 3. Voilà, quoi. Ça donc change un peu tout. Voilà, et le troisième existe, mais il est en décalé par rapport à des conversations. Oui. Donc ça veut dire que toi, tu peux aller au bout quand même à chaque fois du sujet et de là où potentiellement tu veux toi l'emmener et où l'autre veut l'emmener. Ouais, en plus je trouve qu'il y a un truc où quand tu finis par quand tu te sépares du père ou de la mère, peu importe, toi en tant qu'adulte qui reste, que parent qui reste, t'es seul en fait et t'as ton chemin que tu traces aussi, non pas en tant que couple cette fois, mais en tant qu'individu. Oui. Et ça t'amène forcément ailleurs que si t'avais été en couple, quoi. Complètement. Donc tu t'offres à ton enfant aussi potentiellement deux chemins de vie différents, alors que je dis pas qu'il faut se séparer, mais c'est juste si vous aviez été en couple, vous auriez juste eu un chemin en tant que couple, quoi. Oui, parce que la vie devient complètement différente quand t'es plus en couple. T'as tout ton tissu social qui évolue.
Ça, c'est un truc qui m'a marqué, tu vois, parce qu'avant, et je m'en rendais pas compte pendant 14 ans, j'étais en couple, qu'on se voyait qu'entre couples. Je te jure, je me rendais pas compte. Et puis après, forcément, non, moi, j'avais plus envie d'être invitée au brunch où il allait y avoir que des couples avec des enfants qui étaient encore ensemble, tu vois. Donc d'ailleurs, soit on m'invitait pas, soit quand on m'invitait une fois, je disais que j'avais toujours prévu autre chose. Et c'est marrant, j'ai remis du temps, tu vois. J'ai remis peut-être 4-5 ans, je dirais, à réinviter des couples tout en l'étant pas moi. Merci Caroline. Merci Fabrice. C'était super. C'est vrai? Oui, bon, merci pour l'émotion. Ah, écoute, elle est franchement, venue. Je crois que t'es la 5e ou 6e daronne que j'invite. Bim, direct des larmes, tu vois. Alors que je crois que chez les darons, j'ai mis des plombes avant d'avoir des... Ah voilà, mais les darons, ils ont retenu. C'est pour avoir de la chialade des meufs, quoi, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait c'est malin. C'est malin, tiens. C'est faux, c'est une vanne. Merci en tout cas, c'était trop bien. Merci Fabrice.